Au sommaire de ce journal, Agence nationale de la statistique, Dofou Nguessan, directeur général, cède son fauteuil et ses dossiers à Tiekoro Doumbia, nouveau directeur. Lancement de la 9e réunion de la FAPA, les agences de presse africaines face à l'intelligence artificielle. Mission commerciale Égypte-Côte d'Ivoire, rencontre B2B entre les exportateurs dans divers sous-secteurs de l'ingénierie. Et puis nous parlerons de primes des enseignants, la coordination des enseignants solidaires du premier et deuxième cycle de Côte d'Ivoire était en assemblée générale. Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. Ouvrons ce journal avec une note de passation de charge. Après 8 ans de beaux et loyaux services, le directeur général de l'Agence nationale de la statistique, SINS, s'en va. Arrivé en 2016, Dofou Nguessan cède son fauteuil et ses dossiers à Tiekoro Doumbia. La passation de charge s'est déroulée au siège de l'agence à la Riviera Bonouman. Les précisions avec Issa Badini et Setekissi. C'est une cérémonie de revoir avec des accolades et des ovations comme on l'aime. Un directeur général qui part, Dofou Nguessan Gabriel, qui remet ici ses charges au propre comme figuré à un DG entrant. Tiekoro Doumbia. C'est le renforcement de tout ce qui est infrastructure, de collecte, de gestion, de dissémination et même de valorisation des statistiques que nous collectons. Voilà, donc mes efforts vont aller dans ce sens-là pour faire en sorte que véritablement la Côte d'Ivoire puisse se doter d'un appareil statistique qui est solide, qui est non seulement solide, mais qui répond aux standards internationaux plutôt, et qui devient une référence au niveau régional et au niveau africain. C'est vraiment ça mon ambition et c'est en droite ligne avec la vision de Madame le ministre de l'économie, du plan et du développement. Nous sommes partis de l'Institut national de la statistique avec un certain nombre de challenges. C'est de pouvoir effectivement faire basculer cet institut en agence. Et je suis en tout cas très heureux aujourd'hui de le dire que nous avons pu arriver à cela et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir accueillir le nouveau DG de l'Agence nationale de la statistique. Donc je suis très heureux que mon jeune frère puisse continuer l'œuvre que nous avons commencée. Et c'est une œuvre, je dirais, colossale qui demande, comme indiqué, un certain nombre d'éléments comme les finances, comme aussi le moyen matériel, comme aussi les ressources humaines. Et je crois qu'un élément aussi important qu'on a souligné tout à l'heure, c'est le capital humain. Nommé en Conseil des ministres le 30 septembre dernier, Tiekoro Doumbia est un ingénieur statisticien économiste de formation. Avant cette date, il a occupé le poste de directeur de stratégie et expertise à la Direction générale du portefeuille de l'État. Tiekoro Doumbia a eu des passages à la Commission de l'Union africaine ou encore à la Banque islamique de développement. Il hérite d'une maison de 341 occupants, dont 107 cadres moyens, 111 cadres supérieurs, 69 employés ouvriers et 54 agents de maîtrise, avec un budget annuel d'un peu plus de 11 milliards de francs CFA. Devenue Agence nationale de la statistique en juin dernier, l'ex-INS a pour mission essentielle de produire des informations statistiques à mettre à la disposition du gouvernement, des données pour la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques. On l'annonçait en titre. Le ministre de la Communication a procédé au lancement de la 9e réunion du Conseil exécutif de la Fédération atlantique des agences de presse africaines, avec pour thème les agences de presse africaines, quelle stratégie face à l'intelligence artificielle. Ce rendez-vous marque une étape importante dans le métier du journalisme qui doit s'adapter à l'évolution. Les travaux de la 9e réunion se dérouleront en plusieurs panels jusqu'au 5 octobre 2024. Pierre Tebeu et Ndrin Salomon. Les agences de presse africaines se sont donné rendez-vous à Abidjan dans le cadre de la 9e réunion du Conseil exécutif de la Fédération atlantique des agences de presse africaines.
Ce jeudi, c'est le ministre de la Communication qui a ouvert la session devant les membres de la FAPA et des agences de presse continentales. Et cette rencontre d'Abidjan de la FAPA pose des questions liées à la fonction des journalistes des agences panafricaines, de la collaboration, des échanges, des informations, de la formation et aussi de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Une rencontre saluée par la directrice centrale de l'agence ivoirienne de presse AIP. Monsieur le Président de la FAPA, nous vous remercions pour votre leadership exceptionnel qui a rendu possible cette réunion du Conseil exécutif à Abidjan. Votre présence marquant votre première visite en Côte d'Ivoire est un honneur pour nous. Merci de votre dévouement à faire progresser la fédération et à renforcer les liens entre les agences de presse africaines. À l'ouverture, le président de la FAPA a indiqué que cette rencontre renforce la coopération sud-sud soutenue par une vision partagée, des actions concertées et contribue à la souveraineté médiatique du continent à l'ère de la révolution digitale et de l'intelligence artificielle. Ce panel, qui sera co-animé par d'éminents experts et journalistes professionnels, permettra de mettre en lumière les nouveaux défis technologiques auxquels les agences de presse doivent faire face, notamment avec l'émergence de l'évolution rapide de l'intelligence artificielle dans le secteur médiatique. Comme vous le savez, l'IA représente aujourd'hui à la fois une opportunité et un défi exigeant une adaptation rapide des agences de presse africaines pour rester pertinentes et compétitives. Mesdames et messieurs, notre rencontre aujourd'hui en Côte d'Ivoire, carrefour des rencontres africaines et internationales, constitue sans aucun doute une étape importante pour le renforcement des relations professionnelles entre les agences de presse africaines dans le cadre de la coopération sud-sud, axe central pour les médias africains. Cette 9e réunion est une étape importante pour le renforcement des relations professionnelles entre les agences de presse africaines. La FAPA est un instrument intégrant et intégrateur d'une réelle coopération technique qui devra aider surtout à promouvoir un système de diffusion des nouvelles qui correspond aux ambitions des États. Plusieurs panels sont au programme de cette 9e édition qui a pour thème les agences de presse africaines, quelle stratégie face à l'intelligence artificielle. Poursuivons ce journal dans le domaine du commerce Côte d'Ivoire-Égypte. Un événement B2B s'est déroulé à Abidjan ce jeudi 3 octobre. Il s'agit d'une mission commerciale Égypte-Côte d'Ivoire. Cette rencontre a vu la présence des principaux exportateurs égyptiens dans divers sous-secteurs de l'ingénierie. Ils ont discuté avec les participants dans l'optique d'explorer des partenariats commerciaux et des collaborations, nous disent Sandrine Kwame et Tima Traoré. C'est sous une forme de réunion privée en tête-à-tête que cette rencontre B2B Égypte-Côte d'Ivoire s'est tenue. Organisée par le Conseil d'exportation d'ingénierie d'Égypte, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, cet événement constitue une plateforme pour rencontrer et mettre en relation des opérateurs économiques ivoiriens avec une dizaine d'entreprises égyptiennes majeures dans le domaine de l'électroménager, la vaisselle et les ustensiles de cuisine, des pièces automobiles ainsi que des équipements électroniques. Je vois une participation très forte de la part des entreprises ivoiriennes. Ça signifie la volonté aussi de la part de Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire c'est un grand pays et c'est un pays très fort dans l'Afrique de l'Ouest et dans l'Afrique. Et je vois qu'il y a un potentiel pour les investisseurs ivoiriens et pour les investisseurs égyptiens de venir ici et de faire de usines communes entre les deux pays. Et c'est pour cela que je suis venu aujourd'hui, pour encourager les frères ivoiriens et pour encourager aussi les entreprises égyptiennes. Nous sommes venus ici en Côte d'Ivoire pour participer à cette mission commerciale. Nous avons montré nos appareils électroménagers aux clients. Nous avons des usines en Égypte et dans plusieurs pays comme le Maroc, les Émirats, l'Éthiopie et le Yémen.
Nous exportons nos produits dans plus de 32 pays et partout dans le monde. Déjà, par rapport à cette rencontre B2B, je voudrais dire merci à la Chambre de commerce égyptienne. C'est une très bonne opportunité de nous permettre de rencontrer des fournisseurs et des entreprises telles que ATA, dans l'électroménager, certaines entreprises dans l'électricité aussi, pour nous permettre d'avoir des contacts directs sans intermédiaire. Le Conseil d'exploitation d'ingénierie d'Égypte est une organisation consultative du ministère de l'Investissement et du Commerce extérieur ayant pour objectif d'améliorer les exportations des industries égyptiennes de l'ingénierie vers les marchés mondiaux. La coordination des enseignants solidaires du premier et deuxième cycle de Côte d'Ivoire était en assemblée générale. Une rencontre meublée par un bilan moral et financier et marquée par une revendication, celle de l'octroi d'une prime d'incitation à tout le personnel du secteur de l'éducation. C'était avec Walter Kofi et Doumbia Ayuba. Seule ma prime, le message était visible et annonçait les couleurs de cette rencontre du CSI. Entendez coordination des enseignants solidaires du premier et du deuxième cycle de Côte d'Ivoire. Réunis en assemblée générale, cette traditionnelle rencontre était l'occasion pour ce groupement d'acteurs de l'enseignement de revenir sur le principal, c'est-à-dire l'octroi d'une prime d'incitation à tout le personnel du secteur de l'éducation. Le message est clair, il est même très clair. Aujourd'hui, nous sommes en assemblée générale ordinaire, ce qui est statutaire dans notre syndicat, mais surtout pour ce point qui est à l'ordre du jour, qui est aujourd'hui, qui cristallise toute l'opinion nationale et internationale, c'est la prime. Pour certains, c'est nouveau, mais pour nous les anciens, pour nous, au niveau de la CCI, c'est depuis 2007 que nous parlons de prime d'incitation au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Le coordinateur du CSI appelle les enseignants à la solidarité dans ce combat, tout comme le précédent qui pour lui a conduit à l'indemnité contributive au logement de tous les fonctionnaires à hauteur de 20 000 francs CFA. Pour nous, les enseignants et les personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ce qu'on appelle l'indemnité de logement. Par équité, il a été distribué à tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Évidemment, par équité, il faudrait que la prime que les enseignants cherchent tant et que les autres fonctionnaires ont, qu'on la donne aux enseignants. Pourquoi? Parce que nous travaillons trop. Pourquoi? Parce qu'il y a la cherté de la vie. Pourquoi? Parce que l'enseignant, c'est le seul fonctionnaire qui commence à 7h et qui termine à 6h59. Cette rencontre du CSI a aussi été marquée par des échanges sur le développement de la coordination qui entend se doter d'un nouveau siège et de nouveaux moyens de locomotion. Dans le domaine de l'immobilier, Idriss Koné, passionné d'entrepreneuriat et de BTP, a décidé de se rendre dans le Grand Nord de la Côte d'Ivoire pour déployer son potentiel. Une initiative qui a récemment été couronnée par une ONG qui fait de lui le meilleur entrepreneur social. Écoutons un extrait de l'intervention de Koné Idriss, président-directeur général de ETRACO BTP. Après être maçon, je me suis donc engagé à faire une formation dans l'électricité, plomberie, voilà, ceux qui connaissent bien. Voilà, je me suis donc engagé à faire électricité, plomberie en bâtiment, afin de comprendre un peu le domaine du BTP. Voilà, les gens se sont moqués de moi, j'ai reçu beaucoup de moqueries, d'autres se sont dit que mais lui, il pense qu'il va réussir dans ce domaine, mais ça va être très difficile pour lui. Beaucoup de personnes ont fait, ils sont échoués. Mais comment lui, il peut réussir? Je les ai dit que j'ai un grand amour pour ce métier. Il faut dire que c'est avec beaucoup de plaisir que quand j'ai été contacté par l'ONG ECODA, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai reçu cette information. Alors quand j'ai reçu l'information, j'ai appelé pour dire « Ah, mais comment vous avez eu mon contact ?» Ils m'ont dit non, M. Idriss, c'est une étude que nous avons faite, approfondie, avant de sélectionner les meilleurs entrepreneurs dont vous en faites partie. J'ai dit, ah, là, ce jour-là, je vous avoue que je n'ai pas dormi parce que
j'étais très content. De Korogo à Abidjan, point prix, vraiment ça m'a fait énormément plaisir. C'était des propos recueillis par nos reporters. Parlons éducation. Dans la cité des lauréats Niablé, dans le département d'Abengourou, l'association des jeunes cadres Sankofa et l'union de la jeunesse communale de Niablé ont offert des kits scolaires aux enfants et aux familles à revenus modestes de la localité. C'est en marge de cette action qu'une opération de collecte de sang a été lancée en vue de faire face au manque de sang dans la zone. Le point avec Anissé Kouadio, notre correspondant régional. Espace de la gare routière de Niablé, dans le département d'Abengro. Ici, les populations sont invitées à venir donner un peu d'eux-mêmes de leur sang pour sauver des vies. Car dans les centres de santé de Niablé, ce liquide précieux devient une denrée rare. Initiative de l'association des jeunes cadres Sankofa, Retour aux sources de Niablé, en collaboration avec l'union de la jeunesse communale, qui ont pour vision de collecter plus de 300 poches qui servira à prendre en charge tous les nécessiteux. Très souvent, dans nos hôpitaux, dans nos centres de santé, on a besoin d'apporter un appui. Et très souvent, il faut aller jusqu'à Abidjan pour aller chercher du sang pour assister un patient qui est dans le besoin. Et donc, Sankofa a jugé que Niablé, qui est une très belle communauté cosmopolite, doit contribuer à cet effort, de sorte que chaque citoyen puisse apporter un plus à l'humanité. Il fallait que je vienne pour donner le sang. Ça, franchement, c'est pour sauver la vie. Parce qu'aujourd'hui, le sang que je donne, peut-être que ce n'est même pas pour mes parents, mais ça va sauver pour d'autres. Voilà, donc raison pour laquelle moi je donne volontiers. Cette opération de don de sang était un prétexte pour l'association des jeunes cadres Sankofa et l'union de la jeunesse communale pour offrir plus de 1000 kits scolaires à des enfants et des familles à revenus modestes pour une rentrée sans stress. L'idée qui nous rassemble aujourd'hui est une activité assez noble, est une activité, je dirais même divine, parce que Dieu nous recommande cela de temps en temps d'être généreux. Nombreux sont ces parents et leurs enfants qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Et ces dons de l'association Sankofa et de la jeunesse communale arrivent pour eux comme une bouffée d'oxygène. Disons merci à l'association de Sankofa pour tout ce qu'il fait pour les enfants de Niablé. Nous promettons de bien travailler. Notons que cette opération de don de sang et de remise de kits scolaires aux enfants et familles à revenus modestes de Niablé en est à sa 2e édition. Direction Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire. Yao Ngoron Ghislain a été investi comme président de la jeunesse d'Aboua-Kwassikro, village de la commune de Yamoussoukro. C'était en présence de la population et plusieurs cadres. Lui et son équipe ont promis de travailler afin d'emmener Aboua-Kwassikro au rang des villages les plus développés de la commune. Pierre Tebeu et Charles Kouakou. Après Morofé, Séman et Dougouni Kouadjokro, c'est au tour de la jeunesse d'Aboua-Kwassikro d'investir son président Yao Ngoron. Ghislain, tu es ici pour représenter nos rêves, nos espoirs et nos défis. Mais ce rôle, ce n'est pas seulement une question de titre. C'est un engagement à servir, à écouter et à guider. Quant au président et son bureau, ils ont promis de travailler et d'amener Aboua-Kwassikro au rang des villages les plus développés de la commune de Yamoussoukro. Réunir la jeunesse d'Aboua-Kwassikro pour qu'ensemble nous puissions développer le village et aussi avoir des opportunités au niveau des autorités compétentes qui pourront aussi et à eux à leur tour nous donner des opportunités d'emploi et d'embauche aussi, puisque nous constatons des diplômés, assez de diplômés qui chôment, assez de jeunes diplômés qui chôment. Donc nous voulons véritablement faire un appel aux autorités compétentes pour que ces autorités-là puissent avoir la confiance en nous et pour le travail aussi. Voilà, pour que ensemble notre village puisse se développer. Et au nom de tous les membres du bureau, nous voulons exprimer notre profonde gratitude, voilà, vis-à-vis de cette cérémonie qui marque, comme le président l'a si bien dit, voilà, une nouvelle image pour la jeunesse. Et nous, en tant que membres du bureau, nous nous engageons à œuvrer dignement
auprès du président, l'aider dans cette tâche noble, voilà, afin de réaliser tout ce qui est comme projet dans le programme d'activité. Rappelons que Aboakwa-Sikro est un village situé dans la commune de Yamoussoukro. À Korogo, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a procédé au lancement officiel de la rentrée universitaire solennelle 2024-2025 à l'université Peleforo Koulibaly de Korogo. Pour cette année universitaire, l'accent sera mis sur la qualité du service à travers le thème « Un enseignement supérieur et une recherche scientifique de qualité au service du développement socio-économique des régions. Daouda Ouattara. Les 9 universités et les 3 grandes écoles publiques de la Côte d'Ivoire ouvrent officiellement les portes pour l'année 2024-2025. En ce lundi 23 septembre 2024, c'est par une conférence magistrale à l'université Peleforo Koulibaly de Korogo que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a donné le coup d'envoi des activités. Une rentrée universitaire 2024-2025 placée sous le thème « Un enseignement supérieur et une recherche scientifique de qualité au service du développement socio-économique des régions ». Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, j'interprète cette rentrée comme un symbole fort de l'unité de notre système universitaire qui fait le deuil des années en dents de scie en s'alignant désormais sur un calendrier académique international. Depuis 2014, la décentralisation des universités publiques vise à faciliter l'accès des apprenants aux universités. Des réformes telles que le cours de mise à niveau pour les nouveaux bacheliers, le contrôle continu des étudiants et les examens de fin de semestre ont été mises en œuvre pour améliorer le rendement du système. Cette cérémonie a permis au ministre Adama Diawara de passer en revue les sujets qui vont mobiliser les acteurs du système dans leur désir d'appel l'excellence académique en donnant à la jeunesse les moyens, les outils de construire un avenir merveilleux. Un enseignement supérieur et une recherche scientifique de qualité pour le développement socio-économique des régions. Alors, cela traduit l'une des volontés affirmées par le chef de l'État dans sa volonté de décentraliser les universités. Parce que vous savez très bien que ces universités régionales ont des thématiques centrales qui sont en corrélation avec les potentialités socio-économiques des régions d'implantation. Rappelons que le ministre des Transports, Amadou Kone, maire de Bouaké, a présenté la conférence inaugurale sur le thème « Rôle des universités dans le développement régional ». Et en image pour terminer ce journal, les exportations du Bénin vers les autres pays de la CEDEAO s'établissent à plus de 38,2 millions de dollars au deuxième trimestre 2024 contre plus de 27,2 millions de dollars en glissement trimestriel, soit une hausse de 40,07%. C'est ce qu'indiquent les données de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Selon l'institution, ces exportations sont essentiellement portées par des produits alimentaires, le coton et ses produits dérivés et les produits du ciment, entre autres. Toujours en image, en Tunisie, le ministère de l'Agriculture a signé une convention de financement d'une valeur de 20 millions de dinars, soit 6,5 millions de dollars, avec la Banque tunisienne de solidarité. Selon les médias locaux, cette enveloppe sera utilisée pour la mise en place d'un nouveau programme de financement spécifique dédié à la filière céréalière en 2024-2025. Le programme permettra aux petits exploitants agricoles ainsi qu'aux sociétés mutuelles de services agricoles d'accéder à des prêts saisonniers pour financer l'achat de semences, d'intrants et de moderniser leur équipement de tri et de traitement des semences. C'est la fin de ce journal de Business 24 Africa. Merci pour votre fidélité.